Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous sur votre émission Prime Politique. Sur cette émission, nous faisons le tour d'horizon de l'actualité nationale. Et aujourd'hui, je reçois pour vous un invité qu'on ne présente plus, Espérance Tébé, président du Mouvement populaire de libération. Il est là, il va répondre à nos questions sur cette émission. Espérance Tébé, bonjour. Bonjour Madame Laure. Comment vous allez? Assez bien. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, nous allons tout de suite démarrer avec la crise qui prévaut au sein du parti Les Démocrates et parlons justement de la présidentielle. Le principal parti d'opposition, Les Démocrates, bien sûr, n'a pas pu valider son ticket pour la présidentielle. En tant qu'acteur politique, quel sentiment cela vous inspire-t-il de voir la principale formation politique de l'opposition absente du scrutin? Merci. Comme tout le monde, c'est assez gênant, c'est consternant, c'est désolant de se retrouver dans la situation inédite dans laquelle nous nous sommes retrouvés, où notre camp n'a pas pu valider sa participation à cette présidentielle, comme beaucoup de Béninois d'ailleurs qui s'attendaient à un déjout électoral assez ardu, assez pimenté. Et à l'arrivée, on se rend compte que les enjeux ne sont plus les mêmes parce que le parti, le seul de l'opposition qui avait la lourde responsabilité d'amener toute l'opposition à participer à cette présidentielle, n'a pas pu valider son ticket. Vous vous souvenez, lorsque pour des problèmes que nous dénoncions, lorsque nous quittions le cadre de concertation, nous avions dit que nous restons en attente de la validation du ticket du parti Les Démocrates afin de revenir en scène pour soutenir le candidat de l'opposition. Malheureusement, à l'arrivée, voici le peuple avec nous. Nous constatons que ce parti n'a pas pu, pour des problèmes que les uns et les autres agitent différemment, n'a pas pu valider son ticket. C'est dommage. Alors, quels sont les sentiments qui vous ont animé lorsque vous avez appris que ce parti a été régalé? Les mêmes sentiments que je décris, les mêmes sentiments que tous les acteurs politiques, tout le peuple béninois. Le jeu politique est fait de contradictions, est fait je vais dire, d'une succession de stratégies pour amener un camp ou l'autre à la victoire. Et lorsque, en entendant, dans les préparatifs pour aller au combat même, quelqu'un tombe, vous comprenez que c'est une grande gêne. Et quand vous suivez les événements qui s'en sont suivis, tant au sein de l'opposition qu'au niveau même, je vais dire, de l'actualité nationale, vous comprenez que c'est une grande gêne que nous soyons tombés dans une telle situation. Alors, Président, sur cette actualité, le chef de l'État, dans sa sortie le mardi dernier, a éclairé l'opinion sur un certain nombre de sujets, notamment en ce qui concerne son prédécesseur. On retient que depuis 2016, son prédécesseur a fait l'option de la confrontation, de l'affrontement, des rapports de force au lieu de la coopération, de la collaboration, ce qui certainement est à l'origine actuellement de ce qui traverse le parti. Qu'en dites-vous? Peut-être que vous avez raison, mais moi je pense que le problème même, c'est le fait que, par la force des choses, le président Yahi se soit retrouvé à la tête du parti qui est le début de la problématique. Parce que, voyez-vous, deux adversaires qui se relaient, l'un quitte le pouvoir pour deux amis, dont on connaît les rapports par le passé, et l'un quitte le pouvoir et c'est son successeur, c'est son ami d'hier, devenu adversaire aujourd'hui, qui prend le pouvoir. On devait s'attendre à beaucoup de choses. Je pense que en son temps, lorsque le président Yahi prenait la tête du parti, bon, beaucoup m'ont fait la question d'avoir mon avis là-dessus. Et moi, je disais à l'époque, tout calcul, c'est les militants du parti, les démocrates qui décident, c'est ce qu'ils ont décidé. Mais aujourd'hui, avec recul, je pense qu'avec humilité, on doit reconnaître que ça a été l'erreur. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, le président Talon trouve que c'est parce que c'est son ancien ami devenu adversaire
qui se trouve dans la posture d'être son opposant que le courant ne passe pas. C'est peut-être vrai, mais il fallait l'éviter simplement. Je pense que mes amis du Parti Les Démocrates auraient pu éviter en laissant le président dans sa posture de président d'honneur qu'il était pour conseiller, guider et accompagner le parti dans sa marche de chercher à défendre le peuple béninois. Se retrouver à l'exécutif en tête ramène le combat de deux hommes amis devenus adversaires et forcément ça peut générer les incompréhensions, ça peut générer les interprétations dont parle aujourd'hui le président Talon. Mais hélas, aujourd'hui, nous faisons tous les frais. Et je trouve que, effectivement, le fait que l'ancien ami, devenu adversaire et maintenant chef du parti d'opposition en face de lui, cela peut générer ces incompréhensions dont parle le président Talon. C'est tout ce que je dis pour l'instant. Alors, justement, dans sa déclaration, Patrice Talon disait, je cite, « Il n'y a pas lieu d'indexer la réforme du système partisan, encore moins le code électoral, pour expliquer le véritable problème de la non-participation des démocrates à l'élection présidentielle. » Est-ce que vous êtes d'avis avec lui? Oui, c'est vrai que c'est dans l'application des tests que l'opposition s'est retrouvée aujourd'hui recalée par rapport à cette participation. Maintenant, des interprétations qu'on fera du manque de parrainage qu'il y a eu au niveau de l'opposition, bon, chacun va apprécier à sa manière, mais toujours est-il que si c'est en application des tests qu'on a pu recaler le duo, ça c'est ce qu'il dit. C'est ce qui est. Vous constatez avec moi que, et c'est pour ça, si on devait tenir compte, par exemple, du fait qu'il serait élégant, ou du moins bienséant, par exemple, de voir l'opposition participer coûte que coûte à l'élection présidentielle, nous aussi au MPL, on aurait dit, bon, comme il n'y a personne, laissez-nous participer. Mais en application des tests, nous n'avons pas de parrain, nous ne pouvons pas. C'est la question. Et si on peut faire une faveur, par le passé, nous participions ensemble à des élections, et je veux dire par exemple les dernières communales en 2023, où on a constaté qu'il y a eu des faveurs faites à un parti à notre détriment où nous n'avions pas parlé. Mais nous aurions pu réclamer aussi des faveurs. Aujourd'hui, si on fait la faveur à un parti, bon, ce qui n'a pas suffisamment, par exemple, de parrainage, de participer, bon, nous aussi on peut demander. Vous voyez, donc il faut appliquer les tests. Et en application des tests, nous n'avons pas, par exemple, nous n'avons pas de parrainage pour participer, il faut aller négocier les parrainages. Nous n'avons pas voulu, en son temps, aller négocier les parrainages avec la mouvance, donc on ne participe pas aux élections. Voilà. Alors, parlons des questions de parrainage. Le chef de l'État est revenu là-dessus. Enfin, qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, le fait que les démocrates rejettent toute main tendue du président de la République pour aller aux élections toute seule? Non, ça c'est leur option et je veux que vous leur faites la question lorsque vous les aurez. Je ne peux pas vous expliquer de quoi retourne la stratégie selon laquelle ils ne sont pas intéressés à faire les accords de gouvernance avec les partis de la mouvance. Je suppose qu'ils ne veulent pas le mélange de gens que cela fait d'être de l'opposition et aller solliciter les partis de la mouvance pour participer à la compétition, je suppose. Mais cela fait partie de leur stratégie. Quand vous le verrez, je pense qu'ils nous soutiendront plus. Tout à l'heure, vous avez parlé d'accord de gouvernance afin de parrainage. Si c'était possible que le MPL participerait à ces élections, que vous n'hésiterez pas à aller demander ses parrains. Alors, comment est-ce que c'est possible de faire des coalitions entre des partis qui ne partagent pas forcément les mêmes idéologies? Nous ne disposons pas de parrainage. Sinon, nous aurions souhaité participer. Et à défaut, nous aurions souhaité aller représenter l'opposition. Mais nous n'avons pas de parrainage. Donc nous ne sommes pas partis parce que nous n'avons pas voulu aller négocier les parrainages et donc plutôt nous n'avons pas fait des accords de gouvernance pour pouvoir obtenir ces parrainages. C'est pour ça que nous sommes absents. J'ai tenté de vous dire que c'est en application des textes du code qui est là que nous n'avons pas pu participer et que c'est en application du même code
que bon, le parti Les Démocrates aussi s'est vu recalé parce que le nombre de parrainages a été insuffisant. Ma question demeure. Si aujourd'hui le Oui. MPL se retrouvait dans le cas des démocrates, est-ce que le MPL aurait tenté de négocier des parrainages? Attendez qu'on se retrouve dans la situation et puis les instances du parti vont décider. D'accord. Alors, sur la crise de parrainage du parti Les Démocrates, selon vous, à qui incombe réellement la responsabilité? La faute est à qui? Non, Aux militants, aux responsables du parti, aux leaders? non, je ne me trouve pas bien placé pour situer les responsabilités sur la crise du parrainage qui s'est produite au niveau du parti. Je note simplement que un assemblage, à écouter les uns et les autres, que il y a un assemblage d'éléments, il y a une succession d'événements qui ont conduit à cette crise inévitable. Et lorsque je regarde un certain nombre de choses, d'éléments à ma possession, je me dis que cette crise était inévitable et que d'un moment à l'autre, cela devait advenir. Voilà. C'était Inévitable comme... imparable, oui. C'était imparable parce que, voyez-vous, lorsque je prends par exemple les députés démocrates qui allaient retirer cette fiche de parrainage, vous voyez, ils se sont sentis obligés de se mettre en groupe dans un seul véhicule pour les amener. Au retour, ils se sont sentis obligés de remettre ces fiches de parrainage-là aux responsables de parti. Et tout ça, c'était médiatisé. Ça veut dire qu'il y avait une crise de confiance. Et il y avait beaucoup d'autres éléments qui ont fuité. Alors, lorsque on se retrouve dans un milieu infecté de confiance où les uns et les autres, la suspicion vient à ce niveau, il n'est plus surprenant qu'une situation pareille survienne. Toujours sur cette crise, à travers une déclaration rendue publique, le MPL compte se préparer pour relever les défis futurs. Le parti, à travers son conseil national, compte définir de nouvelles stratégies. Que compte exactement faire votre parti, le MPL, pour pallier à ces situations et à l'avenir? Alors, merci de revenir là-dessus. Voyez-vous, lorsque on passe quasiment 10 ans à rester dans cette posture d'opposition, à combattre en face d'un régime, et qu'à l'arrivée, ça se solde comme nous avons vu, il ne faut pas abdiquer. Ce n'est pas en laissant les militants, en laissant le peuple béninois en l'air, que nous aurions eu une posture de responsable. Il faut imaginer, il faut aller au tréfonds de nous-mêmes et trouver une situation de palliatifs pour continuer la marche. Il ne faut pas laisser le peuple orphelin. Et c'est pour ça que, en toute responsabilité, nous avons missionné des équipes, des comités que nous avons mis en place pour réfléchir sur les paramètres actuels qui sont en notre possession, les capacités que nous avons à avancer, que faire. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas se muer dans un silence. On ne peut pas non plus abdiquer et dire que nous avons été battus sur toute la ligne et qu'on ne peut rien faire. Et donc, il faut trouver une solution pour avancer. Et c'est à cela que notre parti va essayer de répondre les jours à venir. Sous quinzaine, le Conseil national aura lieu et nous allons définir, en raison de la situation où nous sommes retrouvés, que faire pour que le peuple ne soit pas orphelin, que faire pour que le peuple ne soit pas laissé en rade. Aujourd'hui, vous voyez, avec tout ce qui se passe, ça débarque au niveau du parrainage, et ça continue. Vous voyez le problème, l'instabilité qui est née, en même temps, au niveau du parti Les Démocrates, continue de présager des jours peut-être difficiles pour la participation du parti aux élections à venir. En face de tout ça, faut-il jeter l'éponge? Non. Il faut réfléchir et quand même continuer. Il faut aider le peuple à se retrouver. Parce que, Madame Laure, ne nous détournons pas de l'objectif principal. Il ne faut pas que le combat politique se résume à la guéguerre entre les acteurs de pouvoir accéder au pouvoir. L'objet même de notre combat, en nous inscrivant dans l'opposition, c'est le mieux-être des Béninois. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos concitoyens ont totalement perdu confiance en nous, à la classe politique de façon générale. Mais il ne faut pas occulter le fait que parmi nous, il y a encore des gens soucieux de cette raison pour laquelle nous nous sommes engagés.
c'est le mieux-être des populations, c'est la question de l'emploi des jeunes, c'est le panier de la ménagère, c'est ces milieux de travailleurs qui croupissent dans une misère accentuée. Que faire pour soulager la souffrance de nos concitoyens? C'est pour ça que nous sommes engagés. Ce n'est pas forcément quitte pour que je m'y mets, non, ou bien pour d'autres, retrouver des postes politiques pour avoir des avantages. Ce n'est pas tant que ça pour tout le monde. Et donc, lorsque on ne perd pas de vue l'objet pour lequel nous nous sommes engagés, à chaque situation, nous devons pouvoir trouver les ressources en nous pour continuer par défendre cet idéal de mieux-être pour nos populations. C'est ça l'important. Et c'est ça que nous pensons au MPL ne pas perdre de vue. Il faut que nous puissions continuer à défendre ce peuple. Il ne faut pas laisser le peuple orphelin. Il ne faut pas, sous prétexte de n'avoir pas pu participer aux élections, par exemple, jeter l'éponge et simplement aller s'occuper de sa famille ou de son boulot. Je trouve que l'engagement politique, dont l'objet principal, c'est le mieux-être de nos populations, ne doit jamais, nous ne devons pas perdre de vue cet engagement, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous nous retrouvons. Alors, de façon spécifique, avec tout ce qui se passe actuellement, sur quoi exactement le MPL compte travailler, de façon spécifique? De façon spécifique, je l'ai dit, bon, peut-être que pour l'heure, je ne peux pas aller dans plus de détails que ça. C'est ce que j'essaye de dire souvent à vos confrères. Les problèmes, la gestion, la gouvernance au niveau de nos partis politiques, c'est assez délicat. J'ai ma petite idée sur tout ce dont on parle, mais je ne peux pas vous dire ce que moi je pense personnellement. C'est ce que le parti décide. Et ça, c'est au niveau des instances du parti de décider avant que je n'en parle, avant que je ne relaie. Donc pour l'heure, souffrez que je ne puisse aller dans des détails de précision comme vous le souhaitez, pour savoir qu'est-ce que nous ferons, sur quoi nous allons travailler. Nous allons travailler globalement sur l'engagement que nous avons pris devant nos concitoyens, qui est d'œuvrer pour leur bien-être. L'engagement que nous avons défendu tous les 10 dernières années de gouvernance du régime de la rupture. Nous avons combattu la restriction des libertés. Nous avons combattu l'amenuisement du panier de la ménagère. Nous avons combattu bien d'autres choses. En parlant des libertés, nos concitoyens, nos frères qui se sont retrouvés dans les liens de la justice en prison, ceux qui se sont retrouvés en exil, nous avons souhaité que dans un élan de solidarité, de compassion, qu'on puisse trouver la manière pour que tout le monde rentre. Ça a été notre combat. Bon, aujourd'hui, parce que en 2026, nous n'arrivons pas à participer aux élections, faut-il jeter l'éponge? Non. C'est ce que nous disons. Et donc, c'est sur ça que nous allons travailler. Alors, aujourd'hui, le MPL n'est plus membre du cadre de concertation de l'opposition. Le parti a déposé ses tabliers il y a un peu de temps déjà. Alors, de votre position actuelle, il y a une question qui taraude les esprits depuis que cette crise a commencé. Pourquoi ce silence de ce cadre ? Selon vous? Nous ne sommes plus au cadre pour savoir pourquoi il y a ce silence. C'est peut-être vous qui allez nous aider à faire la question à ceux qui peut-être sont encore là. Mais pour ce qui nous concerne, depuis que nous avons quitté, je pense que j'étais passé dans vos studios ici entre-temps et vous avez voulu que nous étalions toutes les raisons pour lesquelles nous avons quitté. Et je vous avais dit alors, et je veux que vous preniez à témoin, et vos téléspectateurs également, que nous avons choisi l'option de ne pas étaler les divergences qui nous ont amenés à nous retirer. Que pour la simple raison que les forces de l'opposition entraient dans la phase pratique de la préparation des échéances, et il ne faut pas que nous puissions les distraire dans cette préparation. Que nous voulons leur laisser toutes les chances de bien se préparer pour relever le défi. Bon, à l'époque, lorsque vous aviez insisté, nous avons dit brièvement les raisons pour certaines raisons. Nous avons parlé du manque de cohésion. Nous avons parlé du manque de discipline, en citant des faits précis. Et ce que je peux appeler, ce que nous pourrons appeler désordre au niveau de certains acteurs et membres du cadre. Nous avons souligné brièvement. Bon, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans la phase je vais dire,
de préparation pour la participation effective à ces élections. Et nous allons continuer d'observer une petite réserve le temps que toute cette période finisse. Seulement que, à l'étape où nous sommes, vous devrez nous donner acte de ce que les problèmes que nous avons soulevés en quittant ce cadre sont en train d'être vérifiés. Les événements nous donnent raison par rapport à ce que nous sommes en train. Nous avions dit à l'époque que nous ne voulons pas cautionner un éventuel échec de l'opposition et que nous allons nous mettre en retrait et observer. Et c'est pour ça que vous avez observé ce silence. Bon, nous attendons encore parce qu'il reste encore quelques jours, je vais dire quelques semaines, pour concrétiser la participation de l'opposition à ces échéances. Nous souhaitons tout le meilleur à nos camarades pour qu'ils puissent relever ce défi. Avec tous les éléments que vous aviez cités, tout ce que vous avez en votre possession, ce qui a fait que le MPL aujourd'hui ne fait plus partie de ce cadre de concertation, est-ce qu'on peut dire que c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui le cadre peine à réellement réagir sur cette situation? Oui, il est vrai que depuis que nous sommes partis, nous n'avons plus observé pas une seule activité au niveau de ce cadre. Bon, chacun va faire son opinion sur la question, mais vous allez vous souvenir de ce que j'avais dit à l'époque, que nous avons tout donné, nous avons mis beaucoup d'énergie, je veux dire le NPL, mes camarades et moi, on a mis beaucoup d'énergie pour animer ce cadre. Nous avons mis beaucoup de ressources en nous pour que nous puissions relever ensemble ce défi. Bon, malheureusement, nous avions constaté que ça n'augurait pas, les chemins que nous empruntions à l'époque n'auguraient pas d'un avenir radieux, ne donnaient pas la chance au groupe, à l'opposition, de relever les défis. Et c'est pour ça que nous avons jeté l'éponge. Mais on a été malheureux de constater que après nous, bon, c'est comme si le silence qui a prévalu montre que bon, plus personne n'avait d'énergie pour continuer la bataille. Bon, je pense que peut-être que c'est une stratégie et que des choses se font en silence et que nous allons voir les résultats incessamment. D'accord. Alors, 2 députés de la majorité parlementaire, Akhenaton et Hassan Seibou, ont récemment introduit un projet de révision de la Constitution. Pourquoi, selon vous, soumettre une telle initiative dans un climat politique déjà tendu? Alors, je pense que, voyez-vous, la situation politique de notre pays a amené de tout temps une certaine réserve, des suspicions lorsqu'on parle de révision de la Constitution. J'ai eu à me prononcer sur cette question déjà par le passé. Ce n'est pas le fait de... Parce que, souvenez-vous, vous vous souviendrez que lorsque le régime de la rupture, chaque fois qu'il y a eu tentative de révision, toutes les fois, nous avons supputé que c'est pour obtenir un 3e mandat et s'éterniser au pouvoir. Et donc c'est pour cette raison que nous avions toujours bloqué. Depuis 2016 ou 2017, je vais dire, oui, la première année déjà, un an après l'arrivée de ce régime, nous avons commencé par bloquer les révisions. Parce que nous suspections un 3e mandat, ou sauter les verrous des mandats pour s'éterniser au pouvoir. Bon, à l'arrivée, nous voyons aujourd'hui que ce n'est pas la raison. Donc, ce que nous pensons, c'est qu'il faut que nous puissions arriver à nous faire confiance pour nous asseoir et discuter. Parce que parfois, on peut être animé de bonnes intentions, mais le fait que la suspicion a atteint un certain seuil, ça fait qu'on ne s'écoute plus, on ne s'entend plus, et même si c'est pour le bien, si c'est pour l'intérêt général, on ne veut plus savoir. Et c'est là où nous devons nous surpasser. Moi, je veux inviter toutes les tendances à s'asseoir, à se calmer pour qu'on se parle. Vous parlez Réviser. d'un dialogue national? Pardon? Vous parlez d'un dialogue national? Oui, nous avons réclamé un dialogue national. C'est vrai que le moment ne s'y prête pas. Nous sommes en fin de mandat, à 6-7 mois de la fin du régime. Bon, mais il n'est jamais tard pour bien faire. Mais sans forcément aller à un dialogue, on peut s'asseoir et discuter. Il y a plusieurs façons de s'asseoir et discuter. La dernière fois, le président Yahi a été voir le président Talon, ils ont discuté des heures. Bon, on peut élargir la discussion aux autres chefs de parti.
On peut discuter. Le président Talon peut échanger avec tous les chefs de parti, par exemple, les amener à leur expliquer tout le bien qu'ils pensent faire en suggérant, du moins, que ces députés veulent faire en suggérant cette révision. Parce que c'est les députés qui ont demandé. Peut-être que lui-même n'en est pas demandeur, mais de toutes les façons, puisque ce sont quand qui portent cette révision, discuter avec les chefs de parti, leur expliquer le bien fondé. Nous avons entendu que c'est pour la stabilité de notre système, pour protéger les acquis démocratiques, pour également promouvoir les libertés. Bon, si ce n'est que ça, on peut faire le débat, on peut convaincre tous les partis à adhérer en amont. Je pense que c'est la manière également d'y aller qui frise peut-être une démarche à pas forcer, qui amène la réticence. Et déjà, l'ambiance préélectorale, déjà polluée par les différentes crises au sein de certaines formations politiques, effectivement, ne favorise pas le calme nécessaire pour qu'on apprécie la proposition faite. Donc, c'est ça qui amène les uns et les autres déjà à être très réservés par rapport à la question. Moi, je voudrais suggérer que, a priori, nous ne pouvons pas penser que toute tentative de réviser est néfaste. Non. Il faut qu'on fasse le débat. Il faut que tout le monde s'asseye pour qu'on en parle. Ce n'est pas forcément autour d'un dialogue national, mais il y a plusieurs méthodes, plusieurs cadres qui peuvent s'offrir à tous les acteurs, même la société civile, à ce qu'on discute. Et que tout le bien que les uns veulent faire en suggérant cette révision-là puisse être partagé entre nous. Et si c'est pour le bien du pays, tout le monde va accompagner. D'accord. Alors, ce projet met un accent particulier sur la création du Sénat, présenté comme un instrument garant de la stabilité politique au Bénin. Pensez-vous que cette option soit réellement opportune et pertinente pour le contexte béninois actuel? Oui, et à la fois peut-être non. C'est pour ça que je suggère qu'il y a la nécessité de discuter. Et de montrer, pour les initiateurs, de montrer qu'aucune mauvaise intention n'est derrière. Parce qu'on a besoin de raffermir la stabilité de notre système démocratique qui déjà, pour beaucoup de personnes, estiment que notre démocratie est en train de prendre un coup. Alors, on a besoin de la protéger. On a besoin de la stabilité de nos institutions. On a besoin de sauvegarder les acquis que nous avons pour continuer la marche. Et donc, si tant est que c'est seulement l'objectif ça, on peut s'asseoir et s'en convaincre. On peut se parler et être d'accord. De toutes les façons, moi je pense que les porteurs du projet ont le devoir d'expliquer, de continuer par nous convaincre et voilà, la suite, on va apprécier ensemble. Il serait proposé dans le contenu de la loi une trêve politique suivant après l'élection du président de la République jusqu'à la dernière année. Pendant cette période, les partis doivent plutôt faire, au lieu, doivent leur fonctionnement, du moins leur travail, doit être de faire des propositions constructives et non entraver le travail de l'exécutif. Donc, je pense que c'est des idées qui sont émises et que des discussions vont amener à recadrer les choses. L'esprit peut-être n'est pas encore bien de cette proposition n'est pas encore bien cerné. Je pense que des discussions, il n'y a pas encore le débat n'est pas encore fait. Nous allons être plus informés du contenu et pourront... Mais la commission des lois a déjà donné son quitus pour cette proposition. Oui, mais maintenant... On attend la plénière. Oui, la plénière, la proposition sera mise en débat dans la plénière et nous allons plus être informés du contenu et des tenants et des aboutissants. D'accord. Alors, à supposer que cette institution voit le jour, pensez-vous qu'elle puisse réellement jouer son rôle de garant de la stabilité politique compte tenu de sa configuration et du contexte actuel? Non, je pense que par rapport à sa configuration,
et regrouper ces personnalités qui ont eu à exercer de hautes fonctions dans le pays, les présidents de la République, les présidents d'institutions, les anciens présidents. Voilà, les anciens présidents et les anciens présidents de nos institutions, les chefs d'état-major, tels que l'Assemblée, la Cour constitutionnelle, n'est pas une mauvaise chose en soi. Vous savez, lorsque l'exécutif, le chef de l'État est dans son acte pour dérouler son programme, est en exercice, parfois il y a des situations qui l'amènent à consulter les aînés, ses aînés. Et si un cadre existe, un cadre formel existe, on crée un cadre formel aujourd'hui qui accompagne, je pense que en soi, ce ne serait pas une mauvaise chose. C'est tant que il faut qu'on sorte je sais pas, de la béninoiserie qui nous anime souvent et qu'on voit aussi le côté positif. Si les gens sont de bonne foi, on a toujours besoin de l'expérience des aînés pour mieux faire. Et qu'on les regroupe dans un cadre et pour les consulter de façon formelle, je ne vois pas un mal à cela. On va parler du choix du duo présidentiel de la FCBE. Le parti a porté son choix sur Paul Roumpaire-Kourouanou pour la présidentielle de 2026. Pourquoi ce duo et quelles sont vos attentes à leur égard? Je ne connais même pas leur test. Pour vous dire pourquoi. Peut-être dans les tests, déjà, on a déjà défini l'esquisse de qui doit... Vous savez, la gouvernance de nos partis aujourd'hui est très encadrée par des textes et que tout ça s'organise à l'intérieur par rapport aux tests qu'on s'est doté préalablement. Voilà, c'est ce qu'ils ont, leur test, et les militants et les responsables de ce parti ont trouvé bien de faire. Maintenant, au peuple béninois d'apprécier. D'accord. Oui, c'est l'offre du parti pour le peuple béninois. Et maintenant, au peuple béninois d'apprécier. Alors aujourd'hui, les démocrates ne font plus partie de l'élection présidentielle. Il y a le duo de la majorité présidentielle, Romuald Wadaï et Mariam Chabi-Talata. Il y a le duo de la FCBE. Est-ce que vous pensez réellement que la bataille est? Vous me permettrez d'être un peu réservé sur votre question. Je ne peux pas dire que la bataille n'y est pas. Il y a deux possibilités qui s'offrent au peuple béninois. Donc, il y a un choix. Donc, il y a bataille, forcément. Maintenant, au-delà, je pense que vous portiez un jugement préétabli sur un duo. C'est pour ça que vous pensez qu'il n'y a pas bataille. Moi, j'ai juste posé une question. Oui, votre question tente à montrer que vous avez un jugement, je ne dirais pas subjectif, vous portez déjà un jugement en tout cas sur un duo par rapport à un autre. Certainement que vous voyez un duo trop fort par rapport à un autre. Sinon, moi je pense que c'est deux possibilités qui sont offertes. Il y a l'opposition, il y a la mouvance. Il y a deux possibilités qui sont offertes au peuple béninois et donc qui va apprécier. En tout cas, nous allons examiner les paramètres et tous les éléments qui sont aujourd'hui sur le tapis et dans sous-quinzaine, comme je vous l'ai dit, nous allons aviser. D'accord. Alors aujourd'hui, le parti Les Démocrates ne participe pas à l'élection présidentielle d'avril 2026. Est-ce que le contexte béninois de cette présidentielle n'est pas un peu subjectif à des critiques selon vous, quand on parle de pluralité? Oui, non, mais quelle que soit la situation dans laquelle nous allons nous retrouver, ce ne sera pas exemple de critique. Alors les uns le Bénin s'est retrouvé dans une situation particulière avec cette réforme du système partisan. L'accès à la participation aux élections est devenu plus restrictif. Nous aurions pu participer à ces élections, aux élections générales de 2026, au moins les communales et les législatives, afin de nous donner la chance et la possibilité d'avoir des parrains pour les élections futures. Malheureusement, nous avions mis nos espoirs et pour affronter avec succès ces élections, nous avions pensé qu'on devait aller en groupe. Et donc, on s'est fié au groupe de l'opposition auquel on appartenait. Malheureusement, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Et donc, je veux dire que les nouvelles règles qui déjà sont restrictives et qui amènent je ne vais pas dire à une épuration, mais
à filtrer, à empêcher le grand nombre d'y aller, font que, bon, forcément, à l'arrivée, on n'a pas, l'offre est trop comprimée, on n'a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de produits sur l'étalage, et donc le choix est très restreint. Donc les uns pourraient critiquer cela, mais voilà, c'est les options que nous avons choisies qui nous amènent à ce résultat. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Et que diriez-vous pour conclure? Bon, Madame Laure, ce que je vais dire plutôt, c'est d'abord à l'endroit de nos militants et sympathisants, de ne pas perdre espoir malgré les vicissitudes de ces derniers moments que nous traversons. Et en face de toutes les difficultés, il y a toujours des leçons à tirer et des résolutions à prendre pour l'avenir. Et je pense que c'est à ce niveau que nous sommes venus et les organes du parti qui sont en train de travailler en ce moment pour faire des propositions judicieuses, gagnantes pour l'avenir du parti et de notre peuple. Je pense qu'il faut que nous puissions espérer, leur faire confiance et que du prochain conseil national du parti puisse surgir des décisions qui vont aider le peuple béninois à sursauter, hein, et à espérer un avenir meilleur. Alors, quel message avez-vous à l'endroit du Parti des démocrates? Non, je n'ai pas un message particulier. Je pense que les problèmes que traverse en ce moment le parti des démocrates, c'est des problèmes que d'autres partis aussi ont traversés par le passé. C'est les problèmes qui existent dans tous les partis. Et il suffit de se concentrer sur l'essentiel. Il faut se concentrer sur l'essentiel pour éviter d'animer des veines polémiques. Je pense que c'est des problèmes qui arrivent, que tout parti peut traverser, et leur capacité à rester debout, à faire face à ces problèmes et à les traverser dépendra de la suite, de la survie du parti. Et donc, il faut qu'ils tiennent bon. Alors, quelles sont les chances pour que ce parti-là survive aujourd'hui, selon vous? Mais toutes les chances, ils ont toutes les chances de suivre. Comme je viens de le dire tantôt, en restant debout face aux problèmes, en faisant face aux problèmes et en ne faisant pas la politique d'autruche et en ne cherchant pas le mal ailleurs. Des boucs émissaires. Bon, je voudrais plus utiliser ce mot, j'ai failli le dire, mais j'ai évité exprès parce que bon, ça peut donner à interprétation. Mais je veux dire que il faut que le parti puisse s'asseoir et régler les problèmes à l'interne, plutôt que de regarder en face ou ailleurs. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Et que c'est des problèmes qui arrivent et qui peuvent... C'est des problèmes que tout le monde... que toute organisation sociale peut traverser. Encore plus une organisation politique. Parce que lorsque la contradiction des intérêts se présente, il faut tout concilier. Les gens ne sont pas toujours animés de bonne volonté. L'intérêt général n'est pas toujours partagé par tous les acteurs. Les gens ont des calculs, comment je vais dire, personnels à l'arrière-plan. Et donc, mettre tout ça dans un panier et avancer dans la paix, dans la sérénité, c'est pas toujours gagné d'avance. Peut-être, voyez-vous, c'est aujourd'hui, les démocrates, leur situation est visible parce que il s'agit des élections, mais peut-être qu'il y a des problèmes pires dans d'autres partis. Tous les problèmes, en tout cas, tous les partis, j'ai des problèmes en leur sein. D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame. Amis internautes, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.